Alors, il y a deux types de traders. Il y a les traders qui sont trend followers, eux, je les admire. Je pense que c'est, allez, on va dire 80% des gens. Je vous laisse imaginer l'importance d'être the first to know en finance. Et il y a ce qu'on appelle les bearish. Les bearish, c'est ceux qui vendent, qui aiment vendre. Et moi, je fais partie de cette classe-là. Et vous voyez qu'en fait, on n'a pas encore atteint le même niveau d'intérêt. À quoi ça sert cette théorie du risque, etc. Et que plus tu es pauvre ou plus tu es risqué, plus tu dois payer une prime de risque, c'est-à-dire des taux d'intérêt élevés, pour qu'à la fin, ça soit le même pauvre qui paye pour tout le monde. Il nous crachera la gueule. Avec les richesses publiques, c'est ça que vous avez fait. Nous, on a fait les pyramides et tout. Parce que confondre être et avoir, c'est hallucinant. Tu vois, ils ne sont rien. Parce qu'ils sont pauvres, ils ne sont rien. Parce que si les peuples s'emparaient de la finance, réellement, on aurait une révolution profonde, puissante, sans guillotine, sans rien. Bienvenue à vous, j'ai l'honneur et le plaisir de vous présenter un entretien avec deux personnalités dont le parcours est aussi riche que différent. Alors c'est un échange qui a été très long, donc je l'ai découpé en plusieurs épisodes et il sera question de finances de marché, de monnaie et Bitcoin et même de macroéconomie, rien que ça. Si ce n'est pas encore fait, je vous invite à vous abonner à la chaîne Faudil M, vous trouverez le bouton juste en bas, vous connaissez la procédure. Et bien sûr, maintenant, je vais laisser la parole à nos deux invités qui vont se présenter à vous. Alors, je m'appelle Idriss Aberkan, je suis consultant international et auteur, conférencier. J'ai donné plus de 600 conférences sur tous les continents en 3 langues. Et mes bouquins se sont vendus dans un cumulé de plus de 500 000 exemplaires maintenant dans le monde. Mes centres d'intérêt sont l'éducation, le développement durable et la finance. Anis Lagenev, donc je suis trader. En français, on dirait plutôt négociateur ou opérateur de marché. Donc, j'ai été d'abord trader sur dérivés et actions à l'ASG entre 2001 et 2009 à Paris. Et après, je suis passé de l'autre côté en Angleterre, où j'ai été responsable du trading dérivé indice chez Nomura pendant 2 ans et après chez Barclays entre 2011 et 2016. Maintenant, je suis entrepreneur, j'ai ma propre start-up et je gère un blog chez Mediapart et un compte Twitter où il est question d'économie et de finance et où j'essaye d'attaquer l'angle de l'économie et de la finance par le biais de la dette. Donc, messieurs, on va commencer avec la première partie. En quoi, donc, la partie révolution un petit peu du peuple avec l'affaire qui s'est passée et qui a défrayé la chronique, GameStop, tout le monde en a entendu parler, ça a été maintes et maintes fois traité. Je voudrais avoir votre avis avec un peu de recul. Maintenant, on a plus d'une semaine ou 2 semaines de cette affaire de GameStop. Quelles sont les leçons finalement que vous en tirez de cette affaire avec du recul? Et selon vous, deuxième question, c'est est-ce que vous voyez d'autres actions similaires à cette affaire-là? Comme je l'ai dit sur RT, mon point de vue, il est plutôt d'ordre historique. On a affaire à une des premières manifestations financières de l'histoire. Parce que ce fil Reddit, en fait, sur GameStop et sur AMC, et d'ailleurs, spoiler, à l'heure où on enregistre, AMC en pré-market est en train de repartir. AMC en pré-market a dû prendre 18% dans les dernières 24 heures, donc c'est loin d'être fini. Désolé de spoiler comme ça d'entrée de jeu, mais ce fil Reddit, il y avait un côté manif. Voilà. C'était des investisseurs militants qui voulaient emmerder des hedge funds, sauf qu'au lieu d'aller manifester avec des panneaux en mode Occupy Wall Street, ils ont enfin compris qu'une action et une position, tout simplement, pouvait faire beaucoup plus de dégâts à quelqu'un à qui on voulait nuire qu'une manifestation ou qu'une grève. Et je pense que le meilleur angle, en tout cas d'un point de vue historique, c'est cette idée que c'est une manifestation financière et que les gens commencent à comprendre qu'on peut manifester financièrement. Ça nécessite évidemment de savoir où on a mis son patrimoine, etc., de pouvoir le contrôler, de savoir où est sa retraite. Enfin, c'est tout un tas d'éléments qui ne sont pas encore courants pour la plupart des gens. Mais une fois qu'on a ça, une fois qu'on a en main son levier financier, on se rend compte qu'il est beaucoup plus puissant qu'une voix, et qu'il est beaucoup plus puissant qu'une grève, et qu'il est beaucoup plus puissant qu'une manif. Oui, on a beaucoup parlé de ce sujet-là sur GameStop, mais si avec du recul maintenant, parce que c'était quasiment 10 jours, 2 semaines, si on prend un peu de recul, moi, ce que je retiens, c'est vraiment l'unité des milliardaires. C'est-à-dire que ça soit... ce que je veux dire, l'unité des 0,1%, même 0,01%. Quand on voit l'image qui me reste, moi, c'est le milliardaire Cooperman qui pleure parce que des riches se font attaquer par des pauvres à rien foutre. Ils sont chez eux, ils reçoivent le chèque de 1 000 $ et ils attaquent. Ça restera l'image. C'est-à-dire qu'ils ont montré un peu leur faiblesse. Et ça devrait pas être jouissif. Mais les règles du jeu, elles sont tellement biaisées qu'à la fin,
ça devient un peu intéressant de voir qu'ils sont ligués, que ce soit la chambre de compensation, qui a demandé 3 milliards et qui a changé complètement les règles de jeu en plein milieu du game, que ça soit, qui a obligé Robinhood à changer les règles du jeu, parce qu'avec le ban, c'est-à-dire l'interdiction d'acheter des actions, vous n'avez plus le droit que de vendre les gens de Robinhood, donc ça c'est incroyable. Google qui a annulé toutes les 1 étoile que Robinhood a reçues, alors que les gens ont le droit de dire qu'ils sont mécontents. Donc c'est cette unité des gars qui me marque. Et aussi, ça m'a permis de comprendre aussi le système, le modèle, quoi, on va dire, de Robinhood, parce que je ne connaissais pas. En fait, c'est du Google à la finance. C'est des gens qui utilisent tes données de deux façons. Ils utilisent ce qu'on appelle ton flux. C'est-à-dire qu'en gros, eux, si on est dans un souk, c'est le premier spot, le premier magasin. Et quand toi, tu rentres dedans, eux, ils regardent tu as quoi comme marchandise. Si ça les intéresse, ils achètent. Ils ne te volent pas. Hein. Et si ça ne les intéresse pas, ils laissent aller dans le marché. Et donc, ils gagnent de l'argent comme ça. Et la deuxième chose qu'on gagne, et ça, c'est plus marrant, parce que c'est une superbe idée. Hein. On me rappelle que Robinhood, c'est la plateforme gratuite pour pouvoir justement… oui, ce que tu répètes tout le temps. Allez, répète-le. Quand c'est gratuit… Quand c'est gratuit, c'est toi le produit. Voilà, c'est toi le produit. Mais la deuxième façon dont ils font de l'argent, franchement, c'est parce que nous, on l'utilise beaucoup dans les marchés, c'est que en général, quand on veut faire de l'argent, on essaie de se dire je vais prendre un actif, je vais essayer d'en créer un rendement futur. C'est rien, c'est de la prédiction. Tu dis dans le futur, je pense que ça va prendre 3% selon. Tu peux utiliser la méthode que tu veux. Eux, en fait, ce qu'ils font Robinhood, ils donnent ça à Citadel et Citadel voit chaque petit joueur comme un agent économique. Alors, ce que je disais, c'est si John du Nevada, il est super en forme le lundi matin et quand il achète des telcos, il gagne de l'argent. Citadel va le savoir, va l'utiliser. Et c'est encore mieux que si John, le vendredi, il est fatigué et en même temps que Marc, à New York, ils achètent par exemple, une bancaire, et ils se trompent les deux en même temps. Robinhood, pour Citadel, c'est super parce que si constamment, quand ils prennent la même action sur le même secteur, ils ont tort les deux en même temps, eux, ils savent qu'il va falloir vendre cette action. Voilà. Donc, c'est ce que je retiens de cette affaire. Intéressant. Et selon vous, est-ce qu'il y a d'autres actions similaires? Cette collusion, c'est ce qui était vraiment impressionnant. Alors j'imagine quand on a l'expérience d'Anis, on est un peu blasé quand même de ça. On le sait, quoi. Qu'évidemment, c'est toujours une privatisation des profits et une socialisation des pertes. Mais ce qu'Anis a souligné, c'était cette connivence totale entre Google, la SEC, le gendarme des marchés financiers. La SEC, il faut y revenir 5 minutes. Hein. La SEC a été créée sous Roosevelt. Et le premier patron de la SEC, c'était quand même Joe Kennedy, le père Kennedy, un ancien mafieux, qui connaissait tous les tricks de la finance, qui avait manipulé les marchés comme un dingue. Et quand Roosevelt l'a mis patron de la SEC, il a dit « il faut un voleur pour attraper un autre voleur ». Il faut juste se rappeler de ce petit détail-là. Et on a vu une connivence totale, c'est-à-dire que dès que les pauvres patrons de hedge funds milliardaires qui effectivement sont assis à rien foutre et touchent des chèques à 8 chiffres chaque année sur son pré-une, et bien là, d'un coup, alors il y a eu un élan régulateur. Honnêtement, hein, on se serait cru à l'international socialiste de 62, quoi. Ils étaient tous chauds. Il faut réguler parce que, dis donc, la finance débridée, c'est pas bien. Ouais. Et ça a marché, c'est-à-dire qu'ils sont parvenus en 24 heures à interdire tout achat de l'action GameStop et de l'action AMC, ce qui est quand même énorme. Sur le plan légal, il n'y aura pas de suite. Hein. Vous ne trouverez pas un procureur qui va avoir les coronesses d'instruire ça contre Wall Street et contre les hedge funds. Donc là, du coup, je vous partage mon écran. Et ce qu'a dit Anis, c'est totalement vrai. Ce qu'a dit Anis, c'est be the first to know. Et Robinhood, en fait, ils essayent d'être les premiers à savoir. À partir, effectivement, de l'achat de John du Nevada, ils font ce qu'on appelle du crowdsourcing. C'est-à-dire qu'ils vont utiliser la petite, un peu comme Waze en fait. Hein. Robinhood marche beaucoup comme Waze. Donc Waze, à chaque fois que vous appuyez sur le frein, ils mettent un moins sur la carte. À chaque fois que vous appuyez sur l'accélérateur, ils mettent un plus. Et en agrégeant tous les moins et tous les plus, ils ont des cartes de chaleur qui leur permettent de déterminer par quel endroit il faut passer à telle heure dans telle ville. Et Waze a énormément d'infos comme ça. C'est pour ça que Waze a été vendu 1 milliard à Google. Parce qu'ils sont capables de vous dire dans quelle rue passent les Porsche ou les BMW pour les magasins, c'est énorme. Et en fait, cette idée d'être the first to know, elle est tellement importante que ce que je vous partage là, c'est une station météo des nazis qui a été découverte uniquement dans les années 70. Vous imaginez le délire? Les nazis, pendant la Deuxième Guerre mondiale,
ont posé une station météo au Canada avec un sous-marin. Donc, ils ont le petit fjord que vous voyez derrière. Là, ils ont envoyé un sous-marin là, qui a sorti des commandos, qui a posé une station météo en scred et qui s'est barré. Et sur la station météo, ils avaient mis appartient à une société canadienne, voilà, genre ne touchez pas, j'appartiens à la Canadian Meteorological Incorporated ou une connerie comme ça. Et ensuite, ils se sont cassés. Pourquoi ils ont fait ça? Parce que les fronts climatiques, en général, sur Terre, à cause de la rotation terrestre, se déplacent d'ouest en est. Et donc, les Américains avaient toujours une longueur d'avance sur la météo par rapport aux Allemands. Parce que les Américains pouvaient, à l'avance, du Maine jusqu'aux Açores, savoir où étaient les fronts météorologiques et pas les Allemands. Donc, ça leur donnait vraiment une longueur d'avance sur l'aviation. Et bien, si les Allemands ont considéré qu'être les premiers à savoir pour la météo était aussi important qu'il fallait envoyer un sous-marin dans un fjord canadien pour déposer une station en scred, et tellement en scred qu'elle a été découverte que dans les années 70, je vous laisse imaginer l'importance d'être the first to know en finance. Et au passage, c'est comme ça que les Rothschild, notamment, ont fait fortune avec l'agence Havas du temps de Napoléon, parce qu'elle est devenue l'agence Havas. Ils ont été les premiers à savoir que Napoléon avait perdu à Waterloo, et ils ont fait une spéculation record sur la bourse de Londres à partir de cette information anticipée. C'est très intéressant ce qu'il dit Idriss, parce que c'est exactement ça. À la fin, c'est une bataille de l'information. Et c'est ce que je te disais, c'est que les petits, ils peuvent faire de l'argent, mais en fait, il y a un biais d'information. Ce sont les grands qui ont l'information. Et alors moi, j'étais pas grand, hein, tu sais, j'étais juste un trader dans une salle de marché. On a beaucoup plus d'informations de gens qui sont à l'extérieur. Et par exemple, quand je travaillais à la Société Générale, où il y avait que l'information circulait un peu plus facilement, c'était beaucoup plus facile de faire de l'argent que quand tu l'as pas. L'information est importante. Quand il y a les petits qui se battent contre les gros, ils peuvent faire de l'argent, mais un jour, il peut y avoir une news. Ce ne sera pas Napoléon qui perd à Waterloo, mais il peut y avoir une news, des gens qui savent quelque chose. Parce que je te donne un exemple un peu bizarre et pour aller dans le sens d'Idriss. Tu as Bloomberg, ok? On va dire que sur un nom mid-cap, c'est-à-dire une capitalisation pas très grosse, une société moyenne, les gens tapent 20 fois le nom par jour, on va dire seulement, même moins. D'un seul coup, toi, tu achètes le flux Bloomberg, il te donne l'information et tu te rends compte que ça fait 2-3 jours qu'il y a 200-300 demandes par jour sur ce nom-là. Si tu es un trader dérivé, c'est-à-dire si tu sais pas si ça va monter ou ça va baisser, donc si tu veux faire un pari où ça va juste bouger, tu achètes des options. C'est-à-dire que si ça bouge, à gauche ou à droite, tu fais de l'argent. Cette information, le mec qui a payé Bloomberg, il l'a. Le mec qui n'a pas payé pour avoir le flux Bloomberg, il ne l'a pas. Et qui est capable de payer cette info? C'est des gens qui ont les moyens. Déjà, un Bloomberg, ça coûte, si je dis pas de bêtises, à mon époque, ça valait $50 000. Juste pour avoir les news live. Imagine si c'est pour avoir l'historique et sur des petites commandes aussi précises que ce que je viens de te dire. Et donc oui, c'est une guerre de l'information. Et ce qui est important aussi là, ce qu'on voit avec l'affaire GameStop, c'est qu'il y a eu une démocratisation un peu de l'information, vraiment un tout petit peu, et que les gros se sont fait un peu prendre à leur propre jeu avec tous ces petits gars qui étaient inconscients. Pour moi, ouais, c'est Pearl Harbor, quoi. C'est vraiment l'armée de l'aviation japonaise qui va, parce qu'ils ne comprenaient pas, ils sont inconscients. Comme je te disais, faut dire l'autre jour, quand ils achetaient à $450, le retour sur investissement était au moins de 3000 ans. Ils ne savaient pas si les petits investisseurs. Avec Google Trends, finalement, peut-être prendre des décisions d'achat ou de vente de stock. Google Trends, par exemple, sur le Bitcoin, là, ça a été un très, très bon prédicteur. On a eu un moment assez décisif dans le Bitcoin, dernièrement, là, où il avait atteint un all-time high, donc ce qu'on appelle un ATH. Et avant, le Bitcoin était, son dernier all-time high était autour de $17 000. Et ce all-time high avait été complètement corrélé aux tendances Google Trends. Combien de gens tapaient Bitcoin sur Google? Et comme je l'avais dit dans mon interview, quand Nabila s'est mis à vendre du Bitcoin, et ça, bon, Annick le sait aussi, il fallait vendre tout de suite. Il fallait surtout pas en garder, parce que c'était ce qu'on appelle un pump and dump, donc les fraudes de type le loup de Wall Street. Savoir que la mafia a été spécialiste de ces fraudes dans les années 80 aux États-Unis. On a parlé du loup de Wall Street, mais la famille Genovese, Tesla Coin, Bitcoin Stock, vous tapez même Bitcoin Stock, juste Bitcoin, thème de recherche Bitcoin, même pas stock, et vous regardez sur 5 ans, et évidemment aux États-Unis, il faut faire une recherche tout à fait. aux États-Unis, et vous allez voir que ça se corrèle, ça se corrèle parfaitement. Le grand pic jaune là, ça c'était le dernier ATH du Bitcoin en 2017 quand il est grimpé à 17 000. Évidemment, Nabila s'est mis à en vendre parce qu'elle était payée pour ça.
autour de 17 000 pour que des petits porteurs se fassent baiser en achetant du Bitcoin à 17 000. Ensuite, il s'est complètement effondré. Et puis là, il est reparti. Et alors, il est reparti à un niveau jamais atteint, puisqu'il est en train de flirter avec les 50 000 $. Et puis donc, on a Elon Musk a dit qu'il en prenait et tout. Enfin, ça y est. Et vous voyez qu'en fait, on n'a pas encore atteint le même niveau d'intérêt. Pour plein de raisons. Hein. Il y a le Covid, les gens peuvent être distraits par d'autres choses. Il y a eu les élections américaines. Mais on n'a pas atteint ça. Et moi, en tout cas, dans ma décision, parce que bon, il y a 3 semaines, je me disais, bon, allez, je vends ou je garde, quoi. Je tiens ou je vends. Non. Je suis plutôt un maximaliste, je suis plutôt ce qu'on appelle un hodler, donc je préfère hodler mon Bitcoin, mais c'est-à-dire le garder, quoi, concrètement. Mais bon, j'étais pas serein, quoi. Et puis bon, le truc à la fin qui a instruit ma décision, c'était Google Trends. C'est ça que j'ai pris. Il y avait évidemment d'autres facteurs, mais j'ai regardé Google Trends, je me suis dit, on n'a pas encore atteint le pic. Et puis après, il y a toute la théorie économique autour du Bitcoin. Donc, ce que dit Anis sur l'information, c'est exact. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que, au fond, les petits porteurs organisés peuvent rapidement rivaliser en termes d'information. Alors, c'est vrai qu'il y a des trucs qu'ils n'auront jamais. L'insider, le fait de connaître les politiciens, de savoir quelles lois sont dans les tuyaux, de savoir comment ils vont réagir. Tout ça, comme on ne vit pas en démocratie, il faut arrêter de se faire des idées. C'est pas partagé avec le peuple. Alors que c'est le peuple qui devrait l'avoir, cette information, c'est pas le cas. Donc, il y a des trucs, effectivement, sur lesquels les hedge funds et les riches, les 0,1%, ont d'énormes avantages compétitifs. C'est tout à fait exact. C'est David contre Goliath. Mais ils ont aussi des faiblesses. Par exemple, ils sont arrogants. Ils sont cons. On ne peut pas dire les choses autrement. Il ne faut pas croire qu'un gérant de hedge fund est un mec intelligent. Il ne l'est pas. Nager dans le pognon et recevoir des chèques à 8 chiffres tous les ans, ça ne vous rend absolument pas intelligent. Bien au contraire. Et c'est ce qu'on a vu sur les spécu GameStop et AMC. Enfin, les types avaient pris des positions en short. Ils pouvaient faire sauter la baraque. Il y a un cas que Anis doit bien connaître pour conclure. C'est le cas de Sal Oppenheim, la banque Sal Oppenheim, qui a sauté en 2008-2009. Je crois que c'est en 2008. C'était le Rothschild allemand. Les mecs avaient des centaines de milliards sous gestion. Et puis, il datait du 18e siècle. C'est la banque respectable. Et puis est arrivé un héritier qui s'est dit, allez, moi je vais faire all-in sur les dérivés de crédit américains, parce que je suis un mec intelligent. Et la preuve, je gère beaucoup de pognon, je suis forcément intelligent. Et du coup, je vais faire all-in sur les obligations pourries, enfin pas les obligations pourries, sur les subprimes, qui n'étaient pas des obligations. Et puis voilà, ils sont morts. Et en plus, cet abruti avait relocalisé la banque Sal Oppenheim au Luxembourg. Ce qui fait que quand il a fallu aller au guichet de la honte pour se faire recapitaliser, Angela Merkel a dit « Je ne comprends pas pourquoi vous venez me voir, vous êtes luxembourgeois, monsieur ». Et le type est parvenu donc à foutre dans le mur une institution qui avait plus de 200 ans et qui avait plus de 200 milliards sous gestion. Donc, ce n'est pas des mecs intelligents, il ne faut surtout pas croire ça. C'est juste des tricheurs qui peuvent avoir accès au pouvoir de l'État à chaque fois qu'ils se plantent. Ce que je voudrais rajouter, c'est sur 2 phénomènes. Et alors, on peut faire le lien aussi avec ce qui se passe avec le Covid, parce que ça me fait rire, moi, quand je vois ce qui se passe sur le Covid, parce que sur les salles de marché, on voit exactement ça. Et pourtant, dans une salle de marché, il y a énormément de polytechniciens, Mines Paris, ENS. Mais il y a 2 choses que j'ai remarquées dans le marché qu'on n'arrive pas trop à saisir. C'est tous les problèmes de convexité et tous les problèmes de corrélation. Alors, convexité, ça va être facile, c'est la boule de neige. Et par exemple, le Covid, les gens ils peuvent regarder linéairement, ils disent « Ah, mais c'est rien ». Et d'un seul coup, elle prend la courbe. Quand elle s'accélère de plus en plus, c'est ce qu'on appelle la convexité. De la même façon, les gens vont dire « Mais les taux d'intérêt, c'est sympa, ça va. Si le pauvre paye 2 € de plus sur 100 € empruntés, c'est pas la fin du monde. Hein. L'autre rend que 1 € de plus, lui, il rend 3. Ça va, c'est pas la fin du monde. Quand on regarde comme ça linéairement, ouais, it makes sense, c'est pas grave. Le pauvre, on peut le défoncer un peu, il n'y a pas mort d'homme. Mais quand tu fais ça sur plusieurs années et plusieurs générations, tu vois, sur un crédit immobilier, tu regardes sur 25 ans la différence, c'est hallucinant. J'avais regardé, c'est ce que je te disais, entre 1,2 et 2,2%, je crois, à l'époque. Pour quelqu'un qui emprunte 100 000 € et qui rembourse la même chose, ça fait 5 ans de remboursement en plus, 4 ans et demi. C'est hallucinant. Donc, c'est ces problèmes de convexité qu'on ne voit pas dans les marchés. Et dans GameStop, ce qu'il y a, c'est que il faut être patient. Alors, il y a 2 types de traders. Il y a les traders qui sont trend followers. Eux, je les admire. Je pense que c'est, allez, on va dire 80% des gens. Je les admire. Pourquoi? Parce qu'ils sont capables de suivre une action et de l'acheter constamment. On peut parler du Bitcoin, c'est la même chose. Hein.
et ils sont patients, ils montent avec, etc. Et il y a ce qu'on appelle les bearish. Les bearish, c'est ceux qui vendent, qui aiment vendre. Et moi, je fais partie de cette classe-là. C'est-à-dire pourquoi? Parce que ça va beaucoup plus vite. C'est-à-dire que si tu mords au bon moment, eh ben, ça va beaucoup plus vite pour faire tes gains et les gains sont juste énormes. Donc, alors, ce qui se passe, c'est que dans GameStop, ce que je pense qui s'est passé, c'est qu'à un moment, les gens se sont dit, il y a un indicateur qu'on appelle le PER. C'est en gros, tu regardes les résultats que fait l'entreprise sur un an et tu te dis, bah, combien d'années il faut de ce résultat pour que je rembourse mon investissement. Donc, quand c'est en dessous de 10, en général, les papis, ils achètent. Entre 10 et 25, c'est le prix. Et au-dessus de 25, soit que c'est spéculatif, ou soit il y a, comme Facebook ou comme Apple, tu te dis, il y a du progrès. Ben, dans GameStop, on ne s'attendait à rien. Donc, et je te disais, le PER était quasiment à 3000. Et donc là, je pense qu'avant 3000, à 50, il y en a qui ont vendu. À 100, il y en a qui ont vendu, etc. Tu sais, par rapport à cet indicateur. Et si tu regardes, c'est que eux se sont dit, mais attends, c'est un mouvement convexe, tu vois, c'est une exponentielle. C'est pas possible. À un moment, elle va réatterrir. Mais le problème, c'est que si tu as tort, tu te fais ouvrir. Parce que l'exponentielle à $50, c'était une exponentielle. GameStop, c'est fini. Elle était délirante. Et donc, imagine s'ils ont commencé à 50, à 60, etc. Et Melvin a perdu 3,5 milliards, Citrus a perdu quasiment la même chose. Mais à ce qui paraît, les pertes au global, avec ceux qui sont arrivés, qui ont vendu des options petits, etc., la perte globale est estimée à 70 milliards. C'est hallucinant. Et donc, pourquoi je parle de ça, je m'en fous un peu des marchés. Ce que je veux dire, c'est que même dans la vraie vie, on ne les voit pas, ces phénomènes exponentiels. Et les autres phénomènes qu'on ne voit pas, c'est les phénomènes de corrélation. Tu vois, tout à l'heure, quand tu as dit « Ah, ben super, tu m'as donné une idée, je vais regarder le Bitcoin ou un nom, etc. Quand est-ce que le trend de Google monte et je vais me mettre à acheter ?» En fait, c'est quand tu maries ça avec une autre information. C'est-à-dire que quand Google monte, mais que Ethereum, il a de moins en moins de up, bah là, il y a une corrélation négative. Bah, tu dis, qu'est-ce qui s'est passé 2 jours après? Ah, Google a pris 5%, Ethereum a perdu 2 ou a fait plus 1. Ah bah, tu vends un et tu achètes l'autre, tu vois? Tu comprends? Et c'est ces phénomènes de corrélation qu'on ne voit pas trop dans les marchés. Et ceux qui se font le plus d'argent, c'est ceux qui ont compris ces deux phénomènes-là. Soit ce qu'on appelle les hedge funds de tail, c'est-à-dire ils ne bougent pas, ils attendent que ça pète et ils font énormément. Je t'avais expliqué, il y a un mec, il s'appelle 50 Cent. Juste, il achète des options sur le VIX, qui est l'indice de la peur, à 50 centimes. Ah oui, donc, moi, je le traitais face à lui tout le temps, on l'appelle 50 Cent. Il a souvent tort, mais tu vois, quand il a raison, on va dire, dans l'année, il a raison une fois en moyenne. Mais quand il a raison, c'est fini. Il a exposé tout le monde. Et là, là, je pense que des banques, même conventionnelles, comme la SG, etc., ont dû être face à lui, ont dû se faire ouvrir, tu vois. Et, donc voilà, c'est ce que je voulais dire. Et l'autre mea culpa que je voulais dire, c'est par rapport à l'effet, par rapport à la vente à découvert. Moi, j'arrêtais pas de dire la vente à découvert, c'est pas naturel, c'est l'achat qui est naturel, etc. Mais ça, c'est dans un monde idéal. Mais en fait, dans un monde où tu as du levier, j'ai un copain qui m'a rappelé et qui m'a dit, mais attends, fais attention, parce que dans un monde où il y a du levier, où tu peux acheter des actions à crédit, c'est-à-dire que tu veux acheter une action à 100 €, on te demande de poser 10, 15 € seulement. Tu vois, on te permet de décupler grâce au crédit, mais ils n'appellent pas ça crédit, hein, ils appellent ça levier. Et il faut comprendre, hein, le crédit, il est offert par qui? Par le prime broker. Prime broker, c'est le broker initial, c'est la mère des brokers. C'est par exemple celui de JP Morgan, de Société Générale. L'argent, ils ne l'ont pas dans les coffres. Ils jouent avec l'argent qui vient de nulle part, donc c'est à nous tous, tu vois. Même à celui qui ne l'a pas. Parce que des fois, on dit les banques jouent avec l'argent des épargnants. Non, non, non. Parce que si les banques perdent et qu'on doit les renflouer, c'est nous qui allons avoir moins de services publics. Et même le gars qui aurait mis, à travers l'État. Même lui, il est en position avec JP ou Société Générale quand des spéculateurs font de l'effet de levier. Et en fait, la vente à découverte est aussi là pour réajuster l'équilibre entre l'effet de levier. Tu as la vente à découverte qui vient pour dire attends, les gens peuvent acheter beaucoup plus que ce qu'ils peuvent acheter. Nous, on va un peu arbitrer le prix de l'action pour la ramener à la juste valeur. En fait, ce qu'il faudrait plutôt attaquer, c'est l'effet de levier. Parce que s'il n'y avait pas d'effet de levier, il n'y aurait pas de vente à découverte. On dit souvent que la finance, elle est divisée entre les taureaux et les ours, quoi, les bears et les bulls, mais en fait, c'est devenu plus aujourd'hui la savane avec les lions et les hyènes. Toute la théorie des gens qui défendent la vente à découvert, et moi, ma position n'est pas encore très arrêtée là-dessus. Je suis plus à un stade où je m'informe et où j'essaie de me constituer une opinion. J'étais plutôt du bord de ceux qui disent que la vente à découvert est intrinsèquement sale ou immorale.
Et quand je dis ça, l'immoral, c'est on peut même avoir ce point de vue un peu finance islamique, qu'est-ce qui est kasher ou qu'est-ce qui est haram ou pas. Moi, je suis un conséquentialiste, donc je regarde les conséquences des choses avant de dire si c'est bien ou si c'est mal. Parce qu'il y a combien de fois des gens ont détruit des vies humaines au nom du bien. Et en fait, la vente à découvert, c'est les yens. Et le capitalisme entrepreneurial, c'est les lions. Donc ça, c'est Elon Musk, par exemple. Le point de vue d'Elon Musk, c'est que la vente à découvert ne devrait pas exister parce qu'on devrait encourager les entrepreneurs comme lui, à structurer Wall Street. Il a un vrai point, hein, parce que Musk, en fait, je sais que mon ami Olivier Delamarche ne l'aime pas du tout. Spécial dédicace, que j'aime beaucoup Olivier Delamarche, donc c'est quelqu'un qui a raison vraiment majoritairement du temps. C'est juste le portrait qu'il fait de Musk sur lequel je suis pas d'accord, mais ses analyses sont tout à fait fondées. En fait, Tesla n'existe que parce qu'il y a de l'argent gratuit de la Fed qui coule sur les marchés financiers. C'est une réalité. Tesla serait morte depuis longtemps. Et c'est pas pour rien qu'ils voulaient vendre en 2017 à Apple. Hein. Bon, Apple a été suffisamment con pour ne pas acheter. Mais Tesla serait totalement mort dans n'importe quel autre pays que les États-Unis où l'argent ne coule pas à flot. Alors, je dis pas qu'en Europe, l'argent coule pas à flot. C'est avec l'argent de la BCE que LVMH a racheté Tiffany & Co. Mais Tesla, c'est particulier. Cependant, il nous protège. C'est ça qui est paradoxal, c'est que je ne vois pas sur les marchés américains de meilleures entreprises que Tesla pour prendre l'argent qui coule. C'est-à-dire, s'il y a 100 millions de dollars qui coulent de la Fed, je ne vois pas de meilleur endroit où les mettre pour l'instant, alors sauf dans les services publics, évidemment, dans les ponts, dans les transports en commun, dans les hôpitaux, dans les salaires des professeurs américains, si, ce sera un meilleur endroit. Mais là, je parle sur les marchés financiers, vu que cet argent, il va sur les marchés de toute façon. Une fois qu'on est parti du principe que cet argent est fini sur les marchés, je connais assez peu d'alternatives à Tesla comme meilleur endroit possible pour que cet argent aille. Parce que Musk a des projets sérieux avec des usines, renvoyer des emplois aux États-Unis, la décarbonisation, tous ces trucs-là. On peut être un peu idéaliste, mais bon. Donc, lui, c'est le lion. Les yens, c'est Goldman Sachs. La vision qu'avait l'ancien patron de Goldman Sachs, là, comment il s'appelait, Blankfein. Blankfein qui disait « je fais le travail de Dieu ». Voilà, calmement, hein, en toute sérénité. En fait, ils sont fêlés, c'est des mecs qui sont vraiment pas bien dans leur tête et mais ils ont un rôle à jouer effectivement, parce que par exemple, c'est sur les shorts que Enron est mort. Enron, qui était une énorme arnaque, qui était pour le coup là tout ce que dit Olivier sur Musk, c'est vraiment vrai pour Enron. Et Enron, c'était une des plus grosses arnaques financières de l'histoire. Et c'est les shorters qui ont. Donc les hyènes dans la savane, elles empêchent les carcasses de pourrir. Elles empêchent les maladies de se diffuser et elles tuent les animaux faibles. Le point de vue sur le short, c'est censé être ça. C'est-à-dire qu'il devrait permettre de tuer les animaux faibles. Ça, c'est en théorie. En pratique, on sait bien que si jamais demain Goldman Sachs se faisait shorter salement et qu'il se retrouvait à 2 doigts du dépôt de bilan, il y aurait l'État pour les sauver. Que c'est le cas pour toutes les grandes banques européennes. Je crois que c'est pas Anis qui va me contredire. Si je dis que la Deutsche Bank est en train de léviter avec l'argent du contribuable en Allemagne, que la Monte dei Paschi di Siena est virtuellement morte, mais elle lévite tout pareil avec l'argent du contribuable italien, que si on a mis Mario Draghi à la tête de l'État italien, c'est bien, donc un ancien de Goldman Sachs au passage, c'est bien parce qu'on a un secteur bancaire qui est pourri, mais pourri fondamentalement, quoi. C'est-à-dire que c'est pas une carcasse qui traîne dans la savane, là. C'est la totalité de la harpe des éléphants qui sont des zombies et qui ont les boyaux qui traînent par terre. Ça, c'est le secteur bancaire européen aujourd'hui. Donc, en théorie, le short aurait dû empêcher que ce genre de truc arrive. En shortant, mais il faut aller jusqu'au bout. C'est-à-dire qu'il faut autoriser, évidemment, même les grands à faillir. Donc, quand on a le too big to fail, le short ne peut pas faire son travail. Si je peux mitiger un peu là sur... parce que ça, c'est vraiment des discussions qu'on avait souvent en salle de marché. C'est un peu l'idée du darwinisme. On est là. Alors, il y a 2 choses. On est super bons, les traders, pour 2 choses. On est là pour faire de la liquidité, aider le marché, blabla. Et deuxièmement, c'est un peu l'aspect darwiniste. On est là pour faire monter les sociétés qui sont en bonne santé et détruire celles qui sont en mauvaise santé. Alors, pourquoi c'est biaisé? Parce que si on regarde toutes les sociétés zombies qui ont été sauvées, elles ont été sauvées avec l'argent de la BCE, qui est de l'argent qui vient de nulle part. Donc, c'est de l'argent quasi public. Alors, c'est pas de l'argent qui vient de nos impôts, mais c'est comme il est de tirer sur la masse. Alors, je sais pas si tu sais ce que ça veut dire, tirer de la masse. Il est créé de nulle part.
Donc, s'il est créé de nulle part, moi je dis tout le temps, c'est la phrase que je répète, s'il est créé de nulle part, c'est qu'il n'y a personne. Et s'il n'y a personne, il est à tout le monde. Voilà, c'est tout le temps la même phrase. C'est un impôt surtout. C'est un impôt invisible. Et donc, ils ont été sauvés avec cet argent. Moi, je te promets, c'est certain, en mars, si la BCE n'avait pas agi, toutes les banques explosaient et tout le marché explosait. Et le marché n'existerait plus. Donc, pourquoi ça me dérange? Parce que le darwinisme, il est biaisé. C'est-à-dire qu'il marche avec les pauvres. Tu vois, le mec qui ne paye pas son loyer plus de 6 mois, 1 an, on l'aide un peu. Il y a des institutions qui sont là pour l'encadrer. Mais après, s'il faut lui prendre sa maison, on lui prend sa maison. Et sans pitié. Regarde ce qui s'est passé au même moment où la Fed déversait des milliards sur Wall Street. Au même moment, on allait, comme en 2008, on n'a rien appris. En 2020, il y a des vidéos qui tournent, on allait chasser les gens de chez eux parce qu'ils n'arrivaient pas à payer leur loyer. Et tu les voyais avec des petits-enfants sortir, on n'a rien appris. En fait, ce darwinisme-là, il est biaisé. Et en fait, c'est ça, c'est Guillemin qui disait, tu vois, le néolibéralisme, c'est quoi? C'est le libre marché, mais quand ça avantage les riches. Là, le marché est libre. Tu vois, parce que là, on voit que les pertes sont socialisées. Dès que le marché va mal, dès que les gros vont mal, là, il y a l'aide de l'État qui vient ou de la BCE. Par exemple, Renault, Lagarde, etc. On vient, on les aide maintenant. Renault, on l'a aidé en 2008. Les gens se sont mangés des dividendes de 5% pendant 10 ans. Là, que ça rebaisse, il y a l'État encore qui, même s'il est actionnaire que minoritaire, voilà, il vient, il déverse des milliards pour sauver une société qui est privée. Donc, ça n'existe pas, cette histoire de darwinisme. On est dans du socialisme pour riches, on va dire. Exactement, cette phrase du socialisme pour riches, il faudrait la mettre en titre limite de cette intervention. C'est la situation actuelle. On prend le groupe Altis, par exemple. Donc, BFM, Libération, RMC, L'Express, de M. Drahi. Il est en faillite, ce groupe. Il est en faillite et il est maintenu en vie uniquement par l'argent gratuit, qui, comme l'a dit Anis, c'est un impôt. La planche à billets, c'est un impôt. On a d'ailleurs un problème économique, c'est que quand vous avez des impôts élevés, vous n'êtes pas censé pouvoir avoir des impôts élevés et en même temps de la dette élevée et de la planche à billets élevée. C'est un truc qui ne devrait jamais arriver dans une économie. Si vous avez des impôts élevés, vous n'avez pas besoin de dette, ou en tout cas, vous êtes en train de la rembourser. Elle ne doit pas être en train de se creuser. Si vous avez des impôts élevés, votre dette devrait se réduire année après année. Si vous avez une planche à billets qui tourne à plein régime, vous ne devriez pas avoir besoin d'impôts, du coup, vous pouvez financer vos services publics avec la planche à billets. Bien sûr, si vous avez une dette élevée, c'est que normalement, vous avez déjà des investissements qui vont vous rapporter, des infrastructures ou autres, une croissance future sur laquelle vous avez parié avec cette dette élevée qui a été bien utilisée, lol, et vous ne devriez pas avoir ça. Mais de nos jours, en fait, on a pas les 4, mais les 3 cavaliers de l'apocalypse. On a la planche à billets, la dette et les impôts élevés. Et ça, c'est un signe des temps, quoi. C'est quelque chose qui ne pourra pas durer intrinsèquement. Mais ce socialisme pour riches qu'a décrit Yanis, c'est totalement ça. C'est-à-dire que les règles, on a vraiment des lois différentes pour les riches et pour les pauvres. On l'a vu pendant la crise de 2008, quand aucun banquier n'a fait de la prison. Aucun. Je veux dire, vous êtes un noir du Tennessee et vous volez un sac à dos, vous allez prendre du ferme. Mais là, zéro. Moi-même, je représente des femmes peules qui ont tout perdu au Sénégal contre le gouvernement suisse en ce moment. Je les représente. Je vois très bien qu'il y a une justice pour les pauvres, une justice pour les riches. On a des femmes qui accusent carrément une procureure suisse de corruption. C'est toujours pas instruit, alors qu'elles sont 260 à l'accuser de corruption. C'est normal, elles sont sénégalaises, la procureure, elle est suisse. Bon. Donc, on a globalement une loi différente pour les pauvres et pour les riches. Et des conséquences différentes pour les pauvres et pour les riches. Une banque qui fait faillite, on ne va pas lui saisir, c'est bien, on est entre gentlemen, on va pas déconner non plus. Un pauvre latino du Texas qui ne peut pas payer ses mensualités sur sa baraque, évidemment qu'on va le foutre dehors à grands coups de pied dans le cul. Et ça, c'est le truc pour lequel il faudrait alphabétiser les gens. Leur montrer qu'en fait, s'il y avait les mêmes lois pour tout le monde, on pourrait réguler la finance sans problème. Elle s'auto-régulerait. S'il y avait une vraie symétrie sur les pertes et les profits, ce que demande Nassim Nicolas Taleb. Nassim Nicolas Taleb dit le péché capital de la finance, c'est cette asymétrie. C'est le fait qu'on socialise les pertes et qu'on privatise les bénéfices. Si jamais vous déclarez intelligent quand vous gagnez de l'argent, vous devez supporter les conséquences qui ne manqueront pas de se présenter quand vous en perdrez aussi. Pour l'instant, je pense qu'il n'y a pas de problème plus fondamental dans la finance que celui-là. Je vais juste rebondir sur ce qu'a dit, c'était très riche ce qu'a dit Idriss, je vais rebondir dans l'ordre là. Donc justement, on a tué le risque. Quand la BCE, elle vient et elle agit, tu vois, elle n'agit pas avec son argent.
ou avec de l'argent qui existait déjà. Elle agit avec de l'argent qui vient de nulle part. Et quand elle vient en aide aux banques et aux États, qui sont venus en aide. En fait, quand elle vient en aide des États, la BCE, il faut bien se mettre ça dans la tête, mais vraiment profondément, c'est qu'elle ne vient pas aider les États, elle vient aider les banques. Parce que les banques, quand elles prêtent aux États et que les États, quand il y a eu la dette souveraine en 2011, ont eu du mal à emprunter, à rembourser, eh ben, ce sont les banques, c'est tout le système financier qui est à risque. Et la BCE est venue aider les États pour sauver les banques. Donc, en faisant ça, ils ont ce qu'on appelle fait du rachat d'obligations, c'est-à-dire de dette publique. Mais il y a un mécanisme, c'est que quand tu rachètes de la dette publique, le taux d'intérêt implicite baisse. Donc, le risque baisse. C'est normal. Si un papa qui te tient le vélo, tu ne peux pas tomber, tu vois. Le risque que tu tombes est petit. Papa, il te lâche, tu tombes. Et bien là, ça fait depuis 2008, il y a maman ou papa BCE, il est là avec le vélo, il ne laisse pas tomber. Maman Lagarde. Ouais, il laisse pas, avant c'était Draghi, il laisse pas tomber les enfants en vélo. Voilà. Ils sont là, ils les tiennent par la main et ils ont tué le risque. Mais ce risque-là, alors on revient à Lavoisier, rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme. Il se diffuse, il va ailleurs. Et il va où? Il va soit vers les actions, soit vers les produits dérivés, et encore plus sournoisement, il va dans la société. Tu vois, le ressentiment, la haine, etc. Et petit à petit, tu vois, quand les gens ils ont le ventre plein, tout va bien. Dès qu'ils commencent à avoir des problèmes sur payer le loyer, remplir le frigo, etc., et petit à petit, les frustrations vont monter. Et les frustrations vont être dirigées. C'est là où, tu vois, tu te dis, mais c'est dangereux, en fait. Pour aller encore dans le même sens, pour rebondir sur ce qu'a dit Idriss sur la justice, bien sûr, la finance, sa racine. Je vais aussi loin que possible dans la finance pour dire c'est quoi sa définition. Et j'adore Père Levade, qui était un ancien banquier, grand banquier, qui disait la finance, c'est juste le business de la dette. Hein. La dette, on la package, on la revend, elle tourne, et c'est que de la dette. Et ça repose sur quoi la finance? Sur une seule chose, la libération de l'usure, la libération du crédit avec intérêt. C'est-à-dire que dès que tu dis qu'un pauvre, il doit payer plus qu'un riche parce qu'il est plus risqué, c'est sur ça que repose la théorie financière, c'est fini, tu as tué le game. Parce que normalement, ce que tu devrais faire, c'est dire, eh ben, si un pauvre ne peut pas rembourser à 100, s'il ne peut pas rembourser à 102 comme le riche, pourquoi il arriverait à rembourser à 110? Et en fait, on rentre dans des statistiques, parce qu'à 110, tu as bien des mecs, des pouilleux qui vont avoir peur et qui vont rembourser. Et au final, le banquier s'en sort avec une marge assez importante. C'est sur les plus pauvres que les banquiers se font plus de marge, les plus riches. Tu comprends? Et ça, c'est ce qu'il faudrait faire. Alors, moi, je suis contre la dette, contre l'intérêt, mais au moins, ce qu'il faudrait faire, c'est à ce moment-là, mutualiser les risques. Parce que finalement, les risques sont mutualisés, mais pendant les crises. Et c'est le pouilleux qui va payer, tu vois? C'est le gueux. Je parle pouilleux comme par les financiers, parce que c'est comme ça qu'ils parlent. Ils le voient comme un pouilleux. Ils ne voient pas comme la mère de famille isolée qui prend un crédit à 20%. Ils ne le voient pas comme le père de famille qui veut acheter des copas mondiales à son fils. Moi, je me vois avec mon père, comment il était en lutte pour m'acheter les chaussures de mes rêves. Mais moi, tu t'en fous, tu as 10 ans, tu veux les copas mondiales comme tes potes. Mais lui, il s'est saigné. Il ne le voit pas, ça. Et à la fin, en fait, ce qui se passe, c'est que le risque, il est mutualisé à la fin. Alors, à quoi ça sert tout ça? À quoi ça sert cette théorie du risque, etc. Et que plus tu es pauvre ou plus tu es risqué, plus tu dois payer une prime de risque, c'est-à-dire des taux d'intérêt élevés, pour qu'à la fin, ça soit le même pauvre qui paye pour tout le monde. Parce que quand il n'y a plus de service public, même s'il ne paye pas d'impôts, le pauvre, eh ben, il n'a plus de service public. Tu comprends? Et donc, la justice, elle est biaisée. Et l'autre point, alors j'aime bien aimer quand Idriss a parlé d'impôts, planche à billets et de la dette, il y a une règle très, très simple. Il ne faut plus s'embrouiller, parce que les économistes, ils nous embrouillent. Ils ne comprennent rien, en fait. Tu vois, je voyais un mec qui a été encensé et parler d'inflation, on pourra en parler après, mais mec, ne m'embrouille pas avec l'inflation, ne m'embrouille pas avec les taux d'intérêt. Moi, je ne comprends pas les taux d'intérêt. Moi, tu me dis, c'est la chance de ta vie, tu peux t'endetter à 0% et acheter une maison. Je dis, OK, ça change de ma vie. Combien de temps il va falloir que je rembourse? 27 ans. OK. En moyenne, c'est 21 ans, mais on peut aller jusqu'à 27. Maintenant, je pense qu'un jeune Parisien, même avec des bons salaires, je pense qu'il doit prendre sur 25-27 ans. Maintenant, je lui dis, mais qui n'avait pas de chance? Dire tes parents. Ils ont dû emprunter en 95 à 13%. Ah, et ils remboursaient la maison en combien en moyenne? 15 ans. Tu vois, on parle de quoi là?
Ça veut dire que celui qui a de la chance, c'est celui qui doit rembourser en 27 ans, et celui qui n'a pas de chance, c'est celui qui doit rembourser en 15 ans. Et donc, tu te dis, mais tes taux d'intérêt, garde-les toi, c'est logique de là. Moi, c'est ma vie qui compte. Combien de temps de ma vie je dois donner pour payer mon logement? C'est ça qui compte, m'embrouille pas avec tes taux d'intérêt. Et eux, ils nous embrouillent, ils économisent constamment avec les taux d'intérêt et l'inflation. Et donc, pour revenir à ce que dit Idriss, pour ce qui est impôts, planche à billets, dettes, etc., dès qu'il y a de la monnaie qui est créée, sans qu'il y ait de richesse qui lui fait face, parce que ce qu'on crée comme monnaie, ce n'est pas pour de l'investissement futur, ce n'est pas pour créer des routes, ce n'est pas pour de la recherche, etc. C'est juste pour laisser vivre tout le monde. Dès qu'il y a de la monnaie créée, sans richesse en face, il y a des perdants et des gagnants. Et ce qu'ils doivent faire les gens de la BCE et des banques, et Bruno Le Maire, qui est leur sbire, pour pas dire autrement, tu vois, qu'est-ce qu'il doit faire? Il doit faire en sorte que la monnaie soit rare. Mais comme elle est abondante pour les 1%, pour les marchés financiers, il reste qui? Il reste ceux d'en bas, là, tu vois, les 99. Pour eux, on fera en sorte que la monnaie soit rare. Pour eux, on va geler le salaire des fonctionnaires. Pour eux, on va couper les APL. Pour eux, on va faire ceci, cela, et saupoudrer de quelques news à droite, à gauche pour faire du marketing social. Voilà. Et, bon, désolé, je suis un peu énervé, mais... Non, mais en fait, c'est bon, c'est bon. Mais ça me fascine les deux, tu sais ce que je dis tout le temps. Parce que c'est intelligent quand même, tu vois. Tu sais, c'est evil, c'est malicieux, tu vois. C'est en gros l'intelligence humaine au service du vice et du mal. Ton indignation, elle est même pas proportionnelle à ce qui se passe. Parce que avoir de l'argent rare pour les pauvres et de l'argent surabondant pour les riches, c'est le plus grand péché de notre époque. C'est le plus grand péché de notre époque. Ce n'est pas l'environnement, tout ça, ça en découle. C'est grave de foutre des sacs plastiques dans l'océan Pacifique, mais tout ça, ça découle du fait que les riches ne payent pas les responsabilités de leurs actes et que les pauvres payent pour tout le monde. Et que pour eux, l'argent est rare, effectivement. Bruno Le Maire, tu as dit sbire, effectivement, on aurait pu dire peut-être bitch des banques centrales, parce que c'est le cas. Et lui, son travail, je l'ai rencontré, j'ai vu le personnage que c'était. C'est le genre de personnage, Bruno Le Maire, mais comme on voit beaucoup trop dans la politique, qui, dès qu'il rencontre quelqu'un, se pose une seule question. Est-ce que je lui cire les pompes ou est-ce que je l'écrase? Il n'y a pas d'entre-deux. Bruno Le Maire, c'est ce type de personnage-là. Et il n'y a vraiment pas d'entre-deux. Donc, soit il infantilise les gens, soit il les traite comme des pouilleux, comme a dit Anis, soit il se rend compte qu'il a Draghi en face, qui est clairement bien plus puissant que lui, et là, ça va être le larbin absolu. Et le problème, c'est que la politique aujourd'hui attire ces gens-là. On ne peut pas faire carrière en politique aujourd'hui sans être exactement de cette nature-là. C'est-à-dire, François Hollande en Corrèze, j'imagine qu'il voyait n'importe qui, c'est pas pour rien qu'il avait dit les 100 dents, hein, je crois que c'était clair. François Hollande en Corrèze, bon, voilà, un pécor de Corrèze, bon, c'est dans la catégorie je l'écrase. Par contre, le patron de la BCE, Trichet, ou ensuite donc Lagarde, enfin Draghi d'abord et puis Lagarde, je dois lui faire une pipe. Parce qu'il est beaucoup plus puissant que moi et il peut détruire ma vie en une fraction de seconde. Et ce rapport, cette politique où on n'est plus du tout au service des gens, on est juste au service des puissants, et les gens, on est là pour les écraser, c'est la conséquence de cet argent gratuit pour les riches. C'est la conséquence du fait que, oui, LVMH a pu racheter Tiffany & Co avec de l'argent gratuit de la BCE. Alors que cette planche à billets, c'est de l'argent du peuple européen, des peuples européens, normalement, elle devrait servir à ce qu'on ait un Paris-Berlin en 1h30 en train. Ça serait un bon investissement. Elle devrait servir à ce qu'on ait un vrai programme Erasmus complet pour tout le monde et qu'on puisse aller étudier avec des chambres d'étudiants gratos, pas gratos, mais financées par la BCE, parce que c'est un investissement sur la jeunesse qui reste tout de même le meilleur retour sur investissement possible, surtout dans les pays riches. C'est ça qu'on devrait avoir. Des hôpitaux de meilleure qualité, plus d'IRM, etc. Et on ne l'a pas, parce que cet argent de la BCE, il part dans quelque chose qui n'est pas sa mission. Il n'est plus du tout au service. Alors, si on avait, je sais pas, si on faisait revenir les grands leaders des empereurs, des empires de l'âge de bronze, ils nous cracheraient à la gueule. Ils nous cracheraient à la gueule. Ils diraient, avec les richesses publiques, c'est ça que vous avez fait. Nous, on a fait les pyramides et tout. Bon, les pyramides, c'était, certes, c'est keynésien, c'était au service du pharaon, mais c'était une superpuissance culturelle et ça a mis l'Égypte sur la carte de la culture mondiale pendant 4000 ans. Donc, avec le recul, c'était un investissement. Puis, autour des chantiers des pyramides, il y a eu des progrès considérables en médecine, en organisation sociale, etc. Comme vous le savez, elles n'ont pas été construites par les esclaves. Donc, vraiment, les empereurs des temps passés nous cracheraient au visage.
Auguste, qui a dit, le plus grand empereur de Rome, qui a dit, j'ai trouvé une Rome de briques, j'ai laissé une Rome de marbre. Ça, c'est Auguste. C'est un des plus grands politiciens de tous les temps, le mec, au niveau d'Abraham Lincoln, quoi. Et bah oui, Auguste, il avait un général qui était aussi un entrepreneur en bâtiment public, enfin de bâtiment travaux publics, qui a popularisé les aqueducs, les voies romaines, les thermes, les égouts, etc. C'est ça qu'ils faisaient avec l'argent, les Romains. Quand ils déconnaient, comme ça a été le cas sous Néron, sous Caligula, bah, ils ont dégommé l'Empire, mais propre et net. Dès qu'ils ont commencé à débaser la monnaie, dès qu'ils ont commencé à mettre moins d'or et moins d'argent dans les denarii, bah, l'Empire romain s'est effondré tranquillement. Et on est en train de faire les mêmes conneries, sauf que on a des gars comme Draghi ou comme Lagarde qui disent non, mais je suis intelligent, j'ai raison, vu que je suis là où je suis. On a cette logique circulaire que les gens se disent non, mais tu n'as pas compris, je suis intelligent. Mais il y a quelqu'un qui peut te contredire, il y a quelqu'un qui peut dire que tu as tort. Ben non, je suis intelligent, c'est moi qui définis qui a raison et qui a tort. On ne peut pas contredire ces gens. Alors c'est pour ça que dans les affaires GameStop, dans les affaires on voit un embryon, on est loin encore de la révolution financière globale où les peuples vont s'emparer de la finance, parce que si les peuples s'emparaient de la finance, réellement, on aurait une révolution profonde, puissante, sans guillotine, sans rien. Si des affaires GameStop où les patrons de hedge funds criminels, parce qu'on ne peut pas dire les choses autrement, criminels, se faisaient décapiter tous les trimestres, et qu'à la fin, ça remontait jusqu'au patron de banque centrale, pour l'instant, on n'a quasiment aucun moyen de décapiter un patron de banque centrale, de le mettre devant ses responsabilités. On n'a quasiment aucun moyen de dégommer la BCE pour les conneries qu'elle fait. Sauf peut-être le Bitcoin. Ce sera ma conclusion de ce passage-là. Peut-être que le Bitcoin est en train de devenir l'embryon de résistance contre les banques centrales. C'est sans doute romancé, c'est sans doute idéalisé, mais je ne connais pas aujourd'hui d'autres contre-pouvoirs, même à l'état embryonnaire. J'insiste, Bitcoin ne fait pas encore trembler les banques centrales, même si les prises de position de Lagarde montrent que quand même il commence à avoir un petit peu une goutte de sueur sur la tempe. Mais je ne connais pas de contre-pouvoir aux banques centrales à l'heure actuelle autre que le Bitcoin. Les grands hommes, tu vois, c'est pas des gens qui veulent se faire réélire dans 2 ou 3 ans ou 5 ans parce qu'ils sont payés et qu'ils sont habitués à manger leur homard et leur saumon et qu'ils sont bien. Tu vois, les grands hommes, c'est ceux qui voient pour les générations futures. On manque de ça en France. Il doit y en avoir des gens. C'est ce que j'appelle les altruistes. Je suis très simplificateur. Il doit y en avoir. Mais ils ne se vendent pas aussi bien que Macron, que Bruno Le Maire, très très bien, qui parle, qui a fait du théâtre. Moi, c'est ce que je dis à ma fille, je vais la mettre soit à Saint-Cyr, ou soit je vais la mettre au théâtre. Hein. Cours Florent. Ouais, un des deux. Parce que c'est là. Il faut être. Tu vois, les Anglais, ils ne font pas comme nous des maths comme des malades. Hein. Tu vois un petit de 12 ans quand il te présente son école, tu dis mais j'ai envie moi à 40 ans d'aller dans son école. Je vais payer les termes et je vais y aller et tellement il te la vend bien. Yeah, bah. Tu vois, ils apprennent justement à te vendre du rêve. Et Macron, c'est un peu cette image-là parce que moi j'en ai connu plein des comme Macron là, des blablateurs, mais en salle de marché il dure 30 secondes. Et t'as quelque chose à dire ou pas? Tiens, on est en salle, par exemple, imagine pas moi, hein, même un boss au-dessus de moi. Il va faire un tour de ronde et s'il voit qu'un mec il blablate sans rien dire, écoute, what's the point? Tu veux dire quelque chose ou pas? Sinon, passe la parole. Tu vois, on est là, on n'a pas le temps. Tu as quelque chose à dire de sincère et de bon et de l'information que tu veux passer, passe-la l'information. Si c'est pour blablater et pas pour donner de l'information, allez, on passe au suivant. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est ce qu'a dit Idriss sur la réaction on le voit, hein, quand il y a eu BFM Award, comment Bruno Le Maire a parlé Bernard Arnault. Il était tout mielleux. Et des fois, il a limite la voix aiguë. Il a des sons aigus qui sortent. Et en fait, tu retrouves ça dans la banque. C'est pareil. Dans la banque, tu as travaillé, Faudil, donc tu sais, dans la banque, tu as toujours le gars qui est au-dessus, qui est vénéré. Moi, regarde, c'est pas pour me la péter, je suis ici. J'ai inversé le machin. Le mec qui est au back-office, middle office, c'était mon pote. Mon meilleur pote à Nomura jusqu'à aujourd'hui, c'est celui qui mettait les canettes de Coca-Cola. Il y a mon gros boss qui m'a pris, il m'a dit arrête de lui parler trop, ça va ternir ton image. Regarde où est-ce qu'on est. On veut te pousser pour être MD, etc. Ça ternit un peu ton image, t'es tout le temps accolé à lui. T'es malade ou quoi? C'est mon meilleur pote. Tu vois? Et tu vois, et c'est ça qu'il y a en France, c'est que en fait, on voit les gens d'en bas comme si c'était des moins que rien. On est revenu en fait à une période féodale. C'est une période féodale. Elle dit pas son nom, c'est une période féodale. Et l'autre truc avec nos politiques, tu vois, quand tu as un Macron qui arrive et qui dit il y a dans une gare des gens qui ne sont rien. Et une gare, c'est un lieu où on croise les gens qui réussissent et les gens qui ne sont rien. Tu vois, des gens qui ont réussi et des gens qui ne sont rien.
Et c'est ce que j'ai dit dans une autre vidéo. C'est pour ça que une des deux raisons pour lesquelles j'ai agi sur Twitter et sur Mediapart, et j'ai dit je vais m'engager un peu publiquement, parce que confondre être et avoir, c'est hallucinant. Tu vois, ils ne sont rien. Parce qu'ils sont pauvres, ils ne sont rien. Et c'est ce qu'on ne comprend pas. Tu vois, dans une société comme la nôtre en France, on doit nous apprendre à être sans avoir, tu vois. Tu vois, si tu connais une poésie par cœur, si tu connais l'histoire de France, si tu sais écrire une rédaction, tu vois, tu n'as rien, entre parenthèses, de matériel, mais tu t'élèves énormément. Et c'est ça qu'il faudrait qu'on fasse en France, qu'il y ait des grands hommes qui nous apprennent et des grandes femmes qui nous apprennent à justement à s'élever autrement que par des chiffres sur un compte en banque. C'est incroyable que ce soit Idriss ou moi qui soyons là à devoir le dire. C'est des gens qui doivent être au pouvoir de le dire, tu vois. Mais voilà, on est dans un système capitaliste financier qui est à l'extrême, qui bouge, qui est tout. Il ne vit, alors que le monde est multidimensionnel, il est infiniment multidimensionnel, on ne vit que par une dimension qui est le rendement. Je dois battre le taux d'intérêt directeur qui est de 0% maintenant. Tu fais 1%, tu es un roi. Tu fais 2%, tu es encore plus le roi.